Mesdames, Messieurs les parlementaires, aujourd'hui, et pour être précis ce matin, le Parlement européen a marqué par une éphémère évocation en hémicycle les 70 ans des institutions de l'Union européenne. Nous aurions été désolés de ne pas honorer cet anniversaire, cela aurait été discourtois, mais surtout il nous apparaît que les anniversaires sont l'occasion de faire le bilan des années qui se sont écoulées. Vous remarquerez en premier lieu que le Parlement européen a davantage commémoré qu'il n'a fêté cet événement. Pas de feux d'artifice, pas de défilé, pas de fête grandiose, mais une petite cérémonie limitée au strict protocole parlementaire, un entre-soi parlementaire presque en catimini, un événement annoncé presque honteusement par une affiche lumineuse à la sortie des ascenseurs, un rendez-vous quasi administratif, de convenance, sans effusion extérieure, un recueillement sans fleurs ni couronne. Une commémoration sous contrôle puisque j'ai moi-même été sommé par la présidence du Parlement européen de céder mon temps de parole face à la première ministre Elisabeth Borne au motif que les échanges politiques n'avaient pas lieu d'être. Drôle de conception d'une assemblée parlementaire censée être élue pour représenter les peuples. En moins de 24 heures, Madame Borne supprime le débat français par un 5e 49.3 à l'Assemblée nationale et muselle le débat européen en empêchant le Rassemblement national de s'exprimer face à elle. En réalité, en cette année 2022, nous commémorons 3 anniversaires décennaux. Les 70 ans du Parlement, nous venons d'en parler, le traité de Maastricht, signé le 7 février 1992, un événement d'importance qui donna à l'Union européenne sa forme actuelle il y a donc 30 ans, sans oublier les 20 ans de l'euro, entré en vigueur en janvier 2002. Les conditions dans lesquelles sont célébrés ces anniversaires, le premier quasi clandestin, le deuxième oublié et le troisième pour le moins discret, sont éloquentes. Elles témoignent presque d'une gêne ou au mieux d'un état d'esprit qui ne reflète pas l'euphorie du succès. Il est évident que si l'Union européenne avait le sentiment d'avoir accompli une grande œuvre, une œuvre dont la popularité soit de nature à déplacer les foules, à soulever l'enthousiasme, elle l'aurait bruyamment fait savoir avec des manifestations dans tous les pays membres, de joyeuses et puissantes campagnes de communication dont elle seule a le secret, rien de tout cela. Avec le groupe Identité et Démocratie, dont participent les eurodéputés du Rassemblement national, nous alertons sur les dysfonctionnements, les erreurs d'aiguillage, les errements et parfois les dérives de l'Union européenne avec une liberté intellectuelle dérange parfois, mais qui est, je crois, saine et juste. Cette pudeur inhabituelle de la part de l'Union européenne dissimule sans doute la culpabilité d'être devenue le mouroir du rêve européen, la maison de retraite où la volonté de puissance vient finir ses jours. Effectivement, et regardez de plus près, on s'aperçoit que durant toutes ces années, toutes ces décennies, aucune des grandes promesses de cette construction plus idéologique qu'affective qu'est l'Union européenne n'a été tenue. On nous promettait la prospérité, on constate la stagnation, la récession et même le déclassement. Interrogez un homme dans la rue, un homme ou une femme, et demandez-lui si en 20 ans, avec l'euro, il peut soutenir que son pouvoir d'achat a augmenté. Regardez les chiffres des dettes publiques et des balances des États et vous verrez que nous sommes devenus d'anciens pays riches. On nous promettait le progrès et l'Europe a raté la plus grande révolution numérique et pour le XXIe siècle technologique comparable dans l'histoire des hommes à la révolution de l'imprimerie ou à la révolution industrielle. Lorsque les États-Unis voyaient naître les géants mondiaux du numérique, l'Union européenne se contentait de légiférer sur le bruit des tondeuses à gazon. Lorsque la Chine impose son système de GPS satellitaire, système déployé en 2000 et opérationnel en 2003, l'Union européenne s'enlisait pendant 23 ans dans l'hypothétique Galiléo. Alors que la France, avec son Minitel un peu vintage, avait plusieurs longueurs d'avance sur la numérisation, l'Union européenne l'a fait stagner et même régresser. Nous sommes désormais à la remorque des Américains ou des Chinois à qui nous confions nos données les plus précieuses. Aujourd'hui, on ne sait pas si ce retard technologique est rattrapable et si finalement cette faute de l'Union européenne ne scelle pas durablement le décrochage scientifique, industriel et donc économique de l'ensemble du continent. On nous promettait la solidarité et force est de constater que l'Union européenne s'est bâtie sur le principe de la concurrence exacerbée et souvent faussée, la concurrence de tous contre tous avec pour corollaire un effondrement de nos systèmes sociaux, des salaires, des droits, des protections professionnelles de nos filières et des justes équilibres économiques garantis par les États membres. On nous promettait la démocratie et la construction européenne ressemble à un cimetière de décisions populaires trahies, de référendums contournés, d'autorités légitimes bafouées. Les avancées communautaires dont l'Union européenne se targue ont souvent été acquises par la ruse, par la menace ou par le chantage. Rappelez-vous les référendums français et hollandais de 2005
l'Union européenne n'en a pas tenu compte, mais ils annonçaient déjà l'accident industriel du Brexit. Et puis, il y a la paix dont on nous disait qu'elle était consubstantielle à l'Union européenne, comme si la paix n'avait pas été, durant la guerre froide, imposée par l'équilibre de la terreur, et notamment par la voie des forces de dissuasion nucléaire françaises et britanniques. Aujourd'hui, cette fable de l'Union européenne, socle de paix, ne fait plus illusion, tant sont forts et corrosifs les ressentiments des peuples, des pays humiliés par des pratiques de normalisation politique dignes autrefois de l'Union soviétique. Et surtout, la crise ukrainienne a fait tomber les masques. Les discours des dirigeants de l'Union européenne, comme la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, ou de M. Borrell, le chef de la diplomatie européenne, ces discours d'un bellicisme enflammé ont révélé le vrai visage d'une Union européenne qui se vit non plus comme un espace de coopération, mais comme une puissance étatique offensive et même à certains égards à prétention belliqueuse. En 70 ans, Bruxelles est passée d'une organisation internationale, internation, en une organisation fédéraliste. Mais elle tend aujourd'hui à s'envisager comme un État unitaire, centralisé, au mépris des traités, de leur esprit et même de leurs lettres, au mépris du principe de subsidiarité, au mépris des attachements des citoyens aux communautés naturelles que sont les familles, les nations et les cultures. En réalité, comme l'avoue sans ambiguïté le ministre de l'économie, M. Le Maire, dans un livre intitulé Le Nouvel Empire, l'Europe du XXIe siècle, l'Union européenne se vit comme un empire. Qui dit empire dit impérialisme. Admettez qu'historiquement, ce n'est pas là le gage d'une vision pacifique, tolérante et humble. Et de fait, l'Union européenne se présente comme un empire marchand, un empire métanational qui porte en lui une vision intrinsèquement ultralibérale et mondialiste. Aujourd'hui, l'Union européenne coche en effet toutes les cases qui caractérisent un empire. Un pouvoir centralisé, d'abord, l'idée qu'on administre non des peuples particuliers mais des populations indistinctes, ensuite. Troisièmement, la prétention de défendre des valeurs supérieures, y compris contre la volonté démocratique des peuples. Quatrièmement, la volonté d'extension permanente, soit par les adhésions achetées, soit par les traités de libre-échange. Cinquièmement, une volonté de normaliser les peuples récalcitrants, comme l'a fait avec la menace de l'arme budgétaire Mme von der Leyen avant l'élection italienne. 6, enfin, la promesse d'éternité. En attendant, le président de l'Europe, le nouvel empire européen, a pour autorité suprême, pour empereur, une caste technocratique et oligarchique. Le reproche ultime que l'on puisse adresser à l'UE, au-delà de son bilan, de la brutalité de ses méthodes et de la déloyauté de ses pratiques, du caractère sentencieux de sa démarche, de son mépris profond des peuples et de leur identité millénaire, c'est d'altérer et peut-être de ruiner la belle idée qu'est l'Europe. La doxa ambiante voudrait nous faire croire que l'Union européenne serait l'Europe. Non seulement l'Union européenne n'est pas l'Europe, mais avec un modèle importé, sa démarche est l'antithèse de tout ce que constitue l'Europe, la vraie Europe, l'Europe authentique. Poursuivre sur la voie que suit l'Union européenne revient à attenter à l'histoire de notre continent et à ses valeurs fondatrices, à commencer par la liberté des hommes et la liberté des peuples. Nous sommes européens. Parce que nous sommes européens, nous nous désolons des dérives de l'Union européenne et appelons ses dirigeants à sortir de leur aveuglement idéologique, à réformer nos institutions, à se faire non les artisans d'une uniformisation asséchante, d'une entité supranationale, mais les promoteurs de la diversité des nations qui la composent. On voudrait nous faire croire qu'en matière de coopération européenne, il n'y aurait pas d'autre modèle possible, pas d'autre alternative. Nous voulons dire aux peuples et aux citoyens, il existe une autre alternative pour peu que vous le vouliez. Nous leur disons, croyez que la liberté de choisir est possible. La nation, dans ses compteurs et dans ses contours, est profondément et plus que jamais une idée du présent et une idée du futur. Des résultats électoraux s'imposent, pays après pays, la Suède, l'Italie, la Tchéquie et même la France, où le très européiste M. Macron a perdu la mainmise totale de l'Assemblée nationale, demain la Hollande, la Flandre ou l'Espagne. Nous regardons avec attention ces lumières qui s'allument partout et balisent la voie qui mènera au salut de l'Europe authentique, celle des peuples libres, des nations et des coopérations entre États. Aucune civilisation ne dure sans demeurer fidèle à elle-même, et il fallait être bien arrogant pour croire que l'idée de nation appartenait aux archaïsmes du siècle dernier, alors même qu'elle a abrité les plus grands progrès du génie européen. Cette alternative, c'est nous, partis patriotes, qui la portons et qui la soumettrons au suffrage des citoyens lors des prochaines élections européennes de 2024.
Nous y travaillons d'ores et déjà et allons amplifier et formaliser ce travail collectif. Nous allons prendre l'initiative de la rédaction d'un manifeste pour l'Alliance européenne des nations qui sera le point de départ de cette Europe que nous voulons et que nous appelons de nos vœux. Nous appellerons d'autres à la co-construire avec nous, à le co-construire avec nous, à commencer par les délégations de patriotes qui composent notre groupe. Ce document central servira de base de travail à la campagne que nous allons mener en vue des élections de 2024, une campagne qui se déroulera tant à l'échelon national qu'à l'échelon européen. Notre objectif est, vous le savez, de réunir tous les partis patriotes dans un grand groupe pour faire avancer ce projet alternatif européen, l'Alliance européenne des nations. Nous avons de grands projets pour l'Europe et en fait une ambition qui se résume en un mot, la liberté.